Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Anthony Klinger de la chaîne Acadev et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter un ORM qui s'appelle Prisma. Alors avant tout, qu'est-ce que c'est qu'un ORM? Un ORM en anglais ça veut dire Object Relational Mapping. C'est-à-dire que c'est en fait un outil qui va vous permettre de faire la relation entre la base de données et votre côté client ou plutôt côté serveur chez vous et vous allez pouvoir faire on va dire des requêtes plus simples, mieux organisé avec des meilleures clauses, etc. Enfin, on va voir, il y a pas mal de choses à voir sur Prisma. Donc aujourd'hui, comme dit, je vous présente Prisma, mais il en existe d'autres. Mais n'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos si vous voulez voir un peu quel type d'ORM il existe. Aujourd'hui, sachez que Prisma est l'un des plus aboutis, notamment sur les projets Next.js. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on va commencer sur un projet de base Next.js, comme ça, on voit vraiment tout du début. Alors moi, j'avais du mal au départ à comprendre l'utilité, on va dire, de Prisma, et au fur et à mesure de l'utilisation, je me rends compte qu'en fait, il a quand même de nombreux avantages qui sont pas négligeables, notamment lorsqu'on a beaucoup de requêtes SQL à faire sur notre base de données. Et ben en fait, le principe de Prisma, c'est de ne plus faire de vraies requêtes SQL, mais au contraire de créer des modèles pour vos tables et derrière de faire des requêtes Prisma, on va appeler ça comme ça, ou tout simplement des queries pour récupérer des informations, que ce soit côté front comme côté back. Alors, pour commencer dans cette vidéo, vous allez avoir besoin de deux choses. La première, ça va être évidemment un projet Next.js. Donc, si vous voulez suivre cette vidéo, si vous avez un projet React, techniquement, c'est la même chose. Normalement, ici, vous avez le dernier thème de base de Next.js. Bon, ça va changer, on va dire, ça va pas changer grand-chose. Là où il peut y avoir une petite modification par rapport à chez vous, suivant la version que vous utilisez de Next.js, vous pouvez avoir ici, dans page, un dossier API ou non, suivant si vous utilisez le routeur ou non. Moi, pour l'instant, je suis encore plus à l'aise avec le dossier API, etc., que le routeur. Mais si vous êtes à l'aise avec le routeur, vous allez voir, ça fonctionne quasiment de la même manière, pour pas dire que c'est exactement pareil. Alors, maintenant qu'on a ça, il va évidemment falloir une base de données. Alors oui, ça c'est un concept qu'il y a pas mal de gens qui ont oublié, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui pensent que Prisma par exemple, c'est concrètement une base de données imbriquée dans Next.js. Non, c'est pas ça, c'est uniquement, comme j'ai dit avant, un outil qui va vous permettre de faire des tables, des relations, des queries entre une base de données existante, que ce soit du MySQL, du Postgre, peu importe, et votre service, c'est-à-dire votre application Next.js. Donc maintenant que vous êtes au courant là-dessus, donc il va falloir une base de données. Soit vous avez une base de données en ligne, ce que je ne pense pas si vous regardez cette vidéo, parce que là normalement on est en développement, soit vous allez faire comme moi et avoir une base de données locale. Pour ça, comme d'habitude dans les vidéos, je vous présente MAMP, qui est un outil gratuit. Donc ça vous permet, on va dire, de faire tourner un serveur local sur votre machine, que ce soit sur Windows comme sur macOS. Et même Linux, je crois qu'il y a des exemples ou quelque chose comme ça qui existe aussi. Donc ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est tout de suite faire tourner une base de données vierge pour qu'on puisse vraiment tout initialiser et comprendre le principe de Prisma. Pour ça, on va cliquer sur le web start de MAMP et normalement, vous allez vous retrouver avec ce genre de page, Welcome to MAMP, etc. Ça, on s'en fout un peu et vous allez dans MySQL. Dans l'exemple d'aujourd'hui, moi je vais partir sur le MySQL, mais sachez que vous pouvez très bien utiliser du Postgre ou d'autres langages, on va dire, de base de données ou d'autres typages. Ça n'a absolument aucun impact. Il va falloir juste changer 2-3 choses que je vous montrerai au fur et à mesure. Voilà, donc pour commencer, on va tout simplement créer une base de données et on va rester aussi après sur cette page puisque c'est très important. Donc ce qu'on va faire, on va aller dans phpMyAdmin, on va créer une nouvelle base de données et ici on va l'appeler par exemple Prisma. Comme ça, on sait de quoi on parle. Et on la laisse vide. Ça va être tout le principe de cette base de données et on va tout gérer directement avec Prisma. Ok, maintenant vous allez garder normalement cette page donc, qui va vous permettre d'avoir et l'hôte et le port et l'username et le password. Dans cette vidéo, on n'aura pas besoin du socket, donc ça c'est très important parce que j'avais déjà fait une vidéo sur MySQL directement côté serveur et en fait c'est vrai que vous aviez besoin du socket si vous êtes en local pour accéder à votre base de données. Là ce ne sera pas le cas, donc gros avantage. On va passer maintenant dans la partie app. Donc là, on va se rendre tout simplement dans le terminal. Donc moi j'ai mon application Next qui tourne, donc je vais faire un coup de clear pour pouvoir tout vider. Et ici ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà installer le client Prisma. Enfin, on va le CLI Prisma. Donc pour ça, on va faire npm install prisma-d pour développement. Là, vous attendez, normalement, c'est pas très long. Voilà, il vient chercher tout ce qu'il a besoin sur les registres npm. Et normalement, il y a 3 packages, 2 packages qui ont été ajoutés et d'autres packages qui ont été revus.
Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, on peut de nouveau clear. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est au même titre que n'importe quoi avec Node, faire un npx Prisma init pour initialiser, on va dire, notre outil Prisma. Voilà, si tout s'est bien passé, normalement, vous avez ces messages qui s'affichent ici où il vous explique deux, trois commandes. Voilà, et ici, vous avez un nouveau dossier Prisma. Donc ça, c'est très important. Ce dossier n'existe pas de base. Il s'ajoute lorsque vous initialisez Prisma. Ok, maintenant on va aller dans Prisma justement pour voir qu'est-ce qui s'y trouve. On a un seul fichier, c'est schéma.prisma. Voilà à quoi ressemble ce fichier. Donc ça pour l'instant, c'est vraiment pas compliqué à comprendre. Vous avez que deux choses. Vous avez tout simplement le provider, donc ça pour l'instant vous touchez à rien, vous laissez tel quel, et le data source DB. Alors ici par contre, ça va être quand même important de comprendre ce que c'est. Data source DB, ça va tout simplement être le lieu où se situe notre base de données, en l'occurrence MySQL. Ici, vous voyez que par défaut, il a mis du PostgreSQL, ce qui ne change pas grand-chose en soi, mais sinon on a une base de données MySQL, on va ici renseigner MySQL. Ici, on va laisser tel quel, puisqu'on vient chercher une variable d'environnement sur database URL qui se trouve donc dans le point env qui a été automatiquement ajouté lorsqu'on a initialisé Prisma, parce que ça non plus, ça n'existe pas lorsqu'on crée un projet Next par défaut. Donc là, déjà, vous enregistrez ça. Vous laissez ouvert parce qu'on va en avoir besoin pour la suite et vous allez cliquer sur .env. Ici, par défaut, ils ont mis la constante database URL avec des valeurs par défaut. Si vous laissez ça tel quel, vous ne pourrez rien faire tout simplement parce que ça ne va pas fonctionner. Ok, donc maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est tout simplement changer avec les données qu'on veut. Donc là, on va mettre MySQL. Ici, on va rentrer nos informations de la base de données, à savoir le username et le password, donc root. Voilà. Localhost, c'est bien du coup sur l'host sur lequel on est. Et ici, le port, par contre, on n'est pas sur le 5432. Sachez que si vous êtes en MySQL, en général, vous êtes sur le port 8888 ou 88889. Voilà, tout simplement. Ici, MyDB, on va juste le changer et donner le nom de notre base de données, évidemment. Donc là, la base de données, nous, on l'a appelée Prisma. On enregistre, on peut fermer .env et pour l'instant, tout est OK. Jusque là, ce qu'on vient de faire, c'est juste de la configuration. C'est-à-dire que si là, je démarre mon application, il n'y a rien qui a changé. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de créer ce qu'on appelle des modèles. Puisque je le rappelle, si je vais sur ma base Prisma ici et que je la réactualise, pour l'instant, il n'y a aucune table, il n'y a rien du tout. Donc, ce qui va être intéressant maintenant, c'est de créer notre premier modèle, puisque ça s'appelle comme ça sur Prisma. Et en fait, un modèle est tout simplement une table dans laquelle on va pouvoir ajouter des colonnes et du typage. Donc ici, ce qu'on va faire modèle post, par exemple, pour créer une table d'articles. On va créer dans ce modèle post un ID. Donc, l'ID, on va lui mettre en int. Ça, c'est le typage du coup. Et ensuite, ce qu'on va mettre ici, ça, je vais vous l'expliquer également. Vous savez quoi, je vais copier-coller en fait mon exemple que j'ai à côté et vous l'expliquer, ce sera plus simple. Voilà. Alors, là, j'ai créé le modèle post. Voilà, tout simplement. Avec une colonne ID, une colonne title, content, published, author, author ID. Donc ça, jusque-là, c'est rien de compliqué, c'est tout simplement des noms de colonnes. Voilà. Ensuite, on a le typage. Donc, int, c'est un entier. String, c'est une chaîne de caractères. String, avec un point d'interrogation, ça veut tout simplement dire que ça peut être nul. Donc, c'est soit une chaîne de caractères, soit c'est vide. Boolean, c'est true ou false, évidemment. User, avec un point d'interrogation, ça va être une relation qu'on va faire avec une autre table que je vous montrerai juste après. Et int, point d'interrogation, c'est soit 0, soit un entier. Tout simplement. Donc ça veut dire qu'un post n'est pas obligatoirement lié à un auteur. Bon, ça c'est dans l'exemple que je vous donne. Ensuite, on a ici ce qu'on va appeler des attributs. Voilà, enfin ici, qui vont nous permettre de faire des références ou de donner des indications complémentaires pour notre base de données. À savoir que ici, le $id signifie donc que c'est un champ de clé primaire unique de la table. Donc c'est-à-dire qu'on a toujours un champ qui est une clé primaire. Donc ici, c'est celui-là. Donc on met @id. Default, ça nous permet de définir une valeur par défaut pour le champ lorsqu'on va créer une nouvelle entrée. Donc si par exemple il n'y a aucune valeur qui est spécifiée par défaut, on va nous auto-incrémenter avec la fonction auto-incrémente en SQL, ce qui va permettre de générer un ID unique. Vous pouvez mettre UUID aussi ici, ça fonctionne très bien. Ici on n'a rien, puisqu'on ne va pas mettre de défaut. Ici par défaut, on va mettre la valeur false. Comme ça, par défaut, nos articles ne sont pas publiés, il devrait y avoir une action pour les publier. Et ici, comme je l'ai dit avant, on va faire une relation avec une autre table. Pour que vous puissiez bien comprendre, je vais tout de suite vous l'ajouter, cette autre table.
Voilà, donc là on va faire un modèle user qui contient un ID, un nom et des posts. Donc là encore une fois on a un ID en entier qui est auto-incrémenté par défaut. On a un nom qui est une chaîne de caractères et on a des posts qui sont en fait du coup une relation avec la table post et un tableau. C'est-à-dire qu'en fait dans les valeurs de post il y aura un tableau avec les différents posts en JSON qui vont être créés tout simplement. Maintenant, pour vous expliquer ici, parce que c'est ça qui risque d'être un peu le plus compliqué à comprendre, même si ça reste simple, ici, ce qu'on va faire, en fait, c'est une relation. Alors, arrobase relation permet de définir une relation entre deux modèles, tout simplement, et fil des références, ça va décrire les clés étrangères et les clés primaires utilisées dans la relation. Par exemple, ici, on va choisir de relier, du coup, post et user. Donc, ce qu'on va faire, on va définir que le lien entre les deux se trouve sur author ID, tout simplement parce que la valeur qu'il y aura ici, théoriquement, c'est la valeur d'ID de user. Et justement ici, donc ça c'est sur la table en question, et ça c'est sur la référence, donc la référence dans le modèle qu'on choisit de relier, donc l'ID. Ça au début, j'avoue que j'avais un tout petit peu de mal à comprendre, mais en fait c'est vite assimilé une fois qu'on maîtrise un petit peu plus. Voilà. Donc là, vous pouvez créer les modèles que vous voulez, etc., etc. Nous, on va utiliser ce modèle qui est quand même très simple. Et là, on va donner un coup de npx prisma migrate dev -name init. Alors ça va nous permettre de faire la première migration, puisqu'en fait Prisma fonctionne comme ça, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez ajouter quelque chose dans la base de données, il va falloir faire une migration. Pas lorsque vous ferez des requêtes, évidemment, sinon ça demanderait trop de main-d'œuvre, mais là pour le développement, à chaque fois que vous allez ajouter par exemple une table ou quoi que ce soit, au même titre que vous allez exécuter la création de la table en SQL, bah ici vous allez faire une migration pour envoyer du coup à la base de données SQL ici, MySQL, les informations. Donc là on fait entrée. Si tout se passe bien, voilà, il nous dit que tout a bien été migré, que c'est en train d'être généré. On attend bien que tout se termine. Et là, voilà. À savoir que dans la requête, si je la remonte ici, on a donc npx prisma migrate dev. Donc là, on lui dit qu'on veut faire une migration en mode développement. On va lui assimiler un nom, un peu comme sur GitHub, donc -name. Et là, init, c'est le nom de la migration. Donc ici, on a un nouveau dossier qui vient d'apparaître, migration, on l'ouvre, et ici, en fait, on a à chaque fois, comment dire, un peu des logs, ou plutôt les migrations Prisma, avec le nom à chaque fois ici, et le timestamp qui est juste ici. Voilà. Donc ça, ici, moi, je vous déconseille de l'ouvrir, puisque de toute façon, vous allez voir ce qui se passe lorsque vous avez fait votre migration. Ok, donc là, on a fait notre migration, on peut clear tout ça, tout simplement. Et maintenant, normalement, si je vais déjà réactualiser ma base Prisma, voilà ce qu'on a. On a ici dans la structure post, user et Prisma migration. Parfait. Donc ici en fait, ce qu'on va chercher à faire, vu que pour l'instant on n'en a pas, c'est d'aller voir ce que post et user ont bien les champs qu'on veut. Donc ici on avait ID title content published author et author int. On voit bien que c'est le cas. ID title content published author ID. Tout simplement. Donc pour l'instant ici normalement aucun problème de structure sur post. Alors d'ailleurs ici je vois que auteur n'a pas été ajouté. C'est d'ailleurs assez étrange, mais à mon avis c'est dû au fait que pour l'instant il n'y en a pas. Voilà, donc là je vais retourner ici dans Prisma. Regardez dans User si on a tout ce qu'il faut. Pareil pour l'instant il y a ID et Name tout simplement puisqu'il n'y a pas encore de poste. Mais ça va s'ajouter au fur et à mesure. Ok, maintenant qu'on a fait ça, on peut retourner, donc là ici bien sûr l'application n'est plus lancée. Ce qu'on va faire ici, c'est on va tout simplement faire une installation du client Prisma. C'est ce qui va nous permettre d'utiliser Prisma en fait sur Next. Donc on va faire npm install @prisma/client. On fait entrer. Normalement c'est très rapide et là ça nous a installé le client Prisma. Ok, jusque là tout va bien. Maintenant on peut générer le client Prisma. Vous attendez un peu, voilà. Et là maintenant, à partir de maintenant, il nous dit même comment l'utiliser, que ce soit côté back ou côté front. On a juste à faire un import Prisma Client, etc. Voilà, là on a fini la partie configuration. Maintenant, le gros plus de Prisma, c'est qu'il vous offre également une interface studio. Et en fait, cette interface studio, elle va vous permettre de quitter votre base de données tout simplement pour pouvoir utiliser l'interface de Prisma. Donc ce que vous allez faire npx Prisma Studio. Vous attendez, et là, magie, vous avez une nouvelle page qui vient de s'ouvrir sur le port 5555. Voilà. Et ici, vous avez les différents modèles que vous avez créés, par exemple post et user. On voit qu'il y a 0 entrée pour l'instant sur les deux, mais maintenant, disons que si je vais dans user, voilà, ici, je retrouve bien mon schéma choisi ici, donc avec ID, name A et post.
Donc ça, le gros avantage maintenant, c'est que je vais pouvoir par exemple ajouter manuellement ici, si je veux, pour pouvoir tester des nouvelles entrées. Par exemple, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouvel auteur, donc je vais l'appeler Anthony par exemple, et pour l'instant on va laisser 0 post puisqu'il y en a 0. Donc je vais faire save change. Tac. Name. Alors pourquoi ça n'a pas fonctionné? Ok. Ok, j'ai pas dû bien enregistrer. Mais du coup, on a bien l'ID qui est auto-incrémenté. Vous avez vu, c'est pas ça 1. On a mon nom ici. Et pour l'instant, dans post, on a 0 post. Vous voyez que ça en plus fait la relation directe avec les posts. Si je clique dessus, on peut ajouter directement des posts via cet endroit-là. Alors pourquoi avant il n'y avait pas author dans MySQL? Tout simplement parce que c'est pas nous qui allons le définir. C'est lorsqu'un post va être créé. Voilà. Donc par exemple, ici, si je veux créer un post, tout simplement, je peux chercher un ID s'il existe un post, mais si on n'existe pas, j'en mets pas. Et ici, je peux chercher directement ce que je veux. Voilà, je peux retourner ici, faire un plus et ouvrir post. Et je peux faire la même ici. Donc là ici, on va laisser auto-incrémente. Là, on va mettre premier article, par exemple. Le content, on va marquer test. Publish, on va faire false. Author, on va chercher ici le user 1. Et on va pouvoir, du coup, l'assimiler à l'author ID 1 automatiquement. Et on va faire save changes. Et là, voilà, tout a été enregistré. On a créé notre premier post qui est relié directement à l'author ID 1. Donc, vous voyez, c'est quand même simple. C'est très, très intuitif, le studio de Prisma. Et c'est pour ça que je tenais à vous le montrer. Parfait. Maintenant, évidemment, vous allez me dire, ok, tout ça c'est bien beau, mais là, on n'a fait que de la base de données presque avec Prisma. On a compris comment configurer, initialiser et créer notre base de données, enfin notre relation entre la base de données et Prisma. Maintenant, comment on l'utilise concrètement, du coup, sur notre application. Donc, ce qu'on va faire, on va ouvrir un nouveau terminal ici. Et ce qu'on va faire ici, on va faire un npm run dev. Alors, évidemment, si je vais être là-dedans, il va falloir que j'entre dans mon application. Voilà, npm run dev. Parfait, je peux rafraîchir ici. Normalement, ça va me réouvrir mon application Next.js. Si tout va bien, parfait. Maintenant, ce qu'on va faire dans la partie API ici, dans Hello, par exemple, ou vous savez quoi, non, on va créer même une nouvelle directement, qu'on va appeler post.js. Et là, en fait, l'idée, ça va être de venir chercher, d'ailleurs, je vous le montre dans MySQL aussi ici, puisque maintenant on a un post. Ça a bien été ajouté normalement dans post. Voilà, on a tout avec la relation, etc. et tout ce qui va bien. Et le user qui a été créé ici. Ok, maintenant je retourne sur mon application. Et ici, ce qu'on va faire, c'est créer tout simplement la route post.js pour créer, du coup, notre API. Donc, ce qu'on va faire là, on va importer notre client Prisma. Donc, comme on l'a vu avant, on va faire Prisma Client from Prisma/client. Une fois qu'on a fait ça, on va à la ligne, on fait une déclaration de constante Prisma avec new Prisma client, tout simplement. Et là, on va faire le fameux export default function. Sauf que là, ça va être de l'asynchrone, puisqu'on va utiliser de l'asynchrone avec Prisma. Handle, ça vous pouvez l'appeler comme vous voulez, avec rec-rest, donc ça normalement vous connaissez déjà, mais je peux faire un rappel rapide. Rec c'est ce qu'on reçoit, rest c'est ce qu'on renvoie, tout simplement. Donc dans rec vous avez les variables par exemple en get ou en post, et dans rest vous avez ce que vous allez renvoyer. On va l'utiliser d'ailleurs juste après. On crée une constante post, et là on va faire await, c'est pour ça qu'on est en asynchrone, prisma.post.findMany. Alors, et c'est là qu'intervient déjà les premiers changements avec Prisma comparé à la base de données. Ici, normalement, on aurait dû se connecter en MySQL avec le socket, etc. et faire une requête SQL. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est plus le cas avec Prisma. On n'a pas besoin de tout ça. Ici, il y a des fonctions qui existent par Prisma qui sont très utiles. FindMany, c'est on va dire l'équivalent d'un select sur une table. Comment ça fonctionne ici? Pourquoi j'ai mis post? Tout simplement parce qu'en fait, ici, la fonction fonctionne de la manière suivante. Je vais rouvrir mon schéma ici. Vous voyez qu'ici, on a des modèles. Le typage pour les modèles commence toujours par une majuscule et c'est toujours en un mot. Il n'y a pas d'espace, généralement on ne met pas d'espace, on ne met pas de tiret, etc. Donc ici, si j'ai post ou user, pour la réutilisation dans mon fichier, je vais utiliser la fonction Prisma, point, le nom du modèle, en slug évidemment, c'est-à-dire tout en minuscule, sans accent et rien du tout, et ensuite la fonction que je souhaite utiliser. Moi, vu que je cherchais tous les postes, je vais faire .findMany.
Il existe beaucoup de commandes. Je vais vous fournir dans la description de cette vidéo une documentation Prisma que j'ai créée sur Notion qui va vous permettre d'avoir un rappel de tout ce que j'ai fait dans cette vidéo ainsi que toutes les fonctions qui peuvent être utilisées avec Prisma, ce qui est quand même très très utile. Une fois qu'on a fait ça, ce que je vous propose de faire, c'est tout simplement un res JSON de poste. Comme ça, on renvoie à l'utilisateur, du coup, côté back, côté serveur, des données sur tous les postes. Donc maintenant, si je me rends sur mon API, /API/post, normalement, si tout s'est bien passé, on retrouve un tableau avec tous mes articles. Et en général, ici, vu qu'on en a fait un, on n'en a qu'un seul. Voilà comment fonctionne Prisma. Donc ça, c'est du coup, on va dire, la technique la plus simple pour faire des appels en base de données. Et le gros avantage, je pense que vous l'avez compris, c'est que Prisma vous évite tout ce qui est faille d'injection SQL. Puisque là, on n'intervient plus dans les requêtes SQL, c'est vraiment Prisma qui s'en charge. Donc là, vous évitez tout ce qui est injection SQL, sachant que c'est, on va dire, l'une des principales failles de sécurité sur les sites web actuels. Donc n'hésitez pas à utiliser Prisma, rien que pour ça, ça vaut le coup. Ok, maintenant, ce qu'on pourrait faire, c'est également utiliser des commandes. Donc avec des clauses, c'est-à-dire, par exemple, on peut update, on peut ajouter un post, on peut ajouter tout ce qu'on veut. Et comment ça fonctionne, tout ça? Donc ici, j'ai fait post.js pour l'appel, et maintenant, je pourrais très bien créer une route qu'on va appeler add post.js. Ok, je vais reprendre ma base que j'ai ici, ce serait bête de repartir à zéro. Et ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va créer une fonction. Voilà, je vais juste enlever ça. Et on va faire const update user pour que je vous montre un peu directement comment ça fonctionne. Là maintenant, admettons que je veux changer le nom d'un user. Je vais utiliser le nom du modèle évidemment. Je vais faire update. Donc vous voyez que c'est très simple, c'est parlant. Et ici, je vais donner une clause. Donc ici, je vais d'abord faire where. Et là, ça va être du JSON. Where ID vaut 1. Donc ça, on est en train de lui spécifier qu'on va vouloir mettre à jour l'utilisateur qui a l'ID 1. Et ensuite, on a data. Et dans data, ici, on va fournir tout ce qu'on souhaite modifier. Si on souhaite tout modifier, on modifie tout. Si on veut juste modifier une seule chose, on modifie une seule chose. Encore une fois, très pratique comparé à du SQL standard. Par exemple, ici, si je fais name et que je l'appelle Akadev au lieu de Anthony, lorsque je vais exécuter ici cette fonction, voilà, donc on peut rajouter à la fin de ça un res.send OK, par exemple. Et là, on va renvoyer un statut 200. Bon, évidemment, il faudrait faire un try catch, etc. Mais là, c'est vraiment pour vous montrer. Si je vais sur add post maintenant, je rafraîchis, j'ai bien mon OK, c'est-à-dire que normalement, ça a été mis à jour. Si je vais ici et je réactualise dans ma base de données, je vois que mon nom est bien passé à Akadev. Donc là, vous voyez comment fonctionnent du coup les fonctions Prisma sur les modèles. Donc le fait d'avoir des modèles nous permet d'interagir directement sans passer par la base de données. Je le répète, c'est quand même très très utile. Ça fonctionne de la même manière avec delete, avec create, avec tout ce que vous voulez. Il y a des fonctions même qui vous permettent de faire des opérations comme des sommes, des moyennes, des minimums, maximum, aggregate. C'est comme ça que s'appelle du coup la fonction. Vous pouvez faire des points count, points find unique, etc., etc. Ça, je vous laisserai voir dans le Notion que je vous donnerai. Je vous ai vraiment fait un récap de tout ce qui est possible de faire avec Prisma. Maintenant, ce qui peut être intéressant également, c'est de rajouter des clauses un peu plus poussées. Pour ça, je vais retourner dans mon poste. Et ce qu'on va faire ici, c'est qu'on pourrait lui spécifier qu'on aimerait uniquement des postes qui ont, je sais pas, on va aller voir ce qu'on a dans le poste. Qu'est-ce qu'on pourrait spécifier qui contiennent, par exemple, je sais pas, le EST. Ici dans Content. Comme ça, test normalement est censé passer. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? Voilà, on va repartir à 0. On va faire const post égale await prisma.post.findMany, comme je vous l'avais dit avant. On ouvre des accolades puisqu'on est nouveau sur une clause en JSON, where. Et ici, ce qu'on va pouvoir faire, c'est enchaîner. On va pouvoir mettre des AND et des OR comme sur du SQL standard. Ok? Donc, comment ça fonctionne? Vous pourriez mettre un AND comme ceci, créer un nouveau tableau puisque là, on va créer comme dit une condition. Et ici, on ouvre de nouveau du JSON. Et là, on va spécifier qu'on souhaite que dans Content, par exemple, voilà, le Content, du coup, contient EST. Voilà, tout simplement. Je pourrais également ajouter, du coup, que j'aimerais que ce soit ça, virgule,
or, voilà, j'ouvre de nouveau un tableau, comme ça je vous explique ensuite comment ça fonctionne. Or, title par exemple, contient, je sais pas, on va mettre un point d'interrogation, voilà, virgule, et ici où title, voilà, on va mettre un espace, contient un point d'exclamation. J'enregistre tout ça pour l'instant et je vais encore vous montrer juste deux choses et après on en aura terminé pour les exemples. Alors ici en fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé une condition where avec un end en parent par défaut, c'est-à-dire que c'est la plus grosse des conditions de base qui obligatoirement doit être remplie, où on lui spécifie qu'il faut que le content contient EST. Voilà, donc c'est le cas ici, EST. Dans ce end, on a plusieurs choses. On a tout ce qui est là-dedans, en fait, c'est obligatoire. Donc là, par exemple, ça, c'est obligatoire. Et ici, ce qu'il y a là-dedans, c'est obligatoire aussi. Sauf que qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a un OR, ça veut dire qu'en fait, dans ce OR, qui est au même titre qu'un end ici, mais un enfant un peu plus loin, contient deux possibilités. Soit le title contient un point d'interrogation, soit le title contient un point d'exclamation. Et du coup, si l'un de ces deux cas est OK, du coup, alors cette condition est remplie et cette condition est remplie, et du coup, ça va bien nous afficher ce qu'on veut. Maintenant, moi, j'ai qu'un post, mais je vais quand même vous montrer une petite fonction qui est utile. C'est le order by, voilà, qui s'écrit tel quel, voilà. Et on va par exemple nous order sur l'ID en descendant. Donc order by, ça vous permet de trier par ordre croissant ou décroissant sur une table que vous souhaitez. Par exemple, moi j'ai choisi la table ID et j'ai mis en décroissant pour avoir les derniers articles qui sont postés par exemple. Et une fois qu'on a fini ça, ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire res.json post. Là, je reviens sur post. Et voilà, on a bien notre article qui est ici. Si ici j'avais mis, je sais pas moi, une parenthèse, j'enregistre, je rafraîchis, on voit qu'on n'a plus l'article. Pourquoi? Parce que cette fonction est bien remplie, mais pas celle-là. Donc si toutes les conditions ne sont pas remplies, il me retourne rien. Vous voyez que c'est quand même très utile, ça vous permet de faire des requêtes très simples avec du JSON, avec des conditions plus poussées que du SQL standard où ça vous demanderait, par exemple, si vous voulez lier des posts avec d'autres tables, etc., de faire d'autres jonctions SQL, notamment avec des inner join, des left join, etc., etc. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Si vous voulez encore plus de vidéos sur Prisma, sachant que là, je pense qu'on a quand même fait un bon 360 de Prisma, n'hésitez pas à me demander en commentaire. Comme d'habitude, on est toujours plus en plus nombreux sur la chaîne. Au moment où on sort cette vidéo, on est déjà plus de 2000 abonnés, ce qui est pour moi énorme, sachant que sur même pas un an, du coup, on arrive à être autant. Donc je suis très content pour nous que tout le monde puisse avancer. J'espère que les vidéos continueront de vous aider par la suite. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser votre commentaire. C'était Anthony Klinger de la chaîne Acadev. On se dit ciao tout le monde.